Salam alaikum, Dr Nana. Merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation et de partager avec nous votre expérience syrienne. C'est dans un contexte particulier que nous vous retrouvons aujourd'hui. Vous voilà revenu de Syrie. Vous quittez un pays en guerre et alors que vous êtes de retour à Paris, la France vit une situation de guerre comme l'a décrit le président. Des rafales d'armes automatiques. Les tirs sont nourris. L'explosion d'une bombe. Il n'y a même pas 2 minutes. Il n'y a même pas 1 minute là. Cette explosion. Quel est votre ressenti concernant ce drame? Wa alaykoum salam. Je ressens une forte tristesse, d'autant plus que ce drame s'est passé à l'est de Paris, là où j'habite, et que je vois les rues désertes, le cœur serré, les visages fermés à Paris, ressemble un peu à ce que je peux voir dans des pays en guerre, notamment en Syrie. La différence, c'est que là-bas, les bâtiments sont aussi détruits, et la misère et la peur est beaucoup plus forte, mais ça n'empêche pas que la douleur n'a pas de pays, elle n'a pas de religion et elle n'a pas d'espace. Donc comme vous l'évoquiez, la Syrie est aussi un territoire aussi complexe que miné. Cela ne semble pas pour autant vous arrêter. Pourriez-vous nous dire ce qui vous pousse à vous y rendre? La Syrie est un pays où proie à une guerre longue et étouffante et fatigante pour la population. J'ai intégré une association depuis quelque temps qui y travaille, notamment dans un volet de formation de médecins et de soignants restés sur place. Mon métier étant la chirurgie pelvienne et l'obstétrique, on a commencé à faire des enseignements sur l'obstétrique à ce niveau-là. Et pour éviter que les femmes meurent en enfantant par des complications, d'autant plus qu'il y a des bombardements, les routes sont coupées. Et pendant mes formations, j'ai rencontré des médecins qui m'ont dit que les chirurgiens la plupart des chirurgiens pelviens sont partis, et donc il y avait des patientes à opérer qui ne pouvaient pas sortir du pays et qui étaient pauvres ou dans des endroits difficilement accessibles. C'est pour ça que j'ai décidé d'y aller un peu plus à l'intérieur du pays, notamment à Alep, à Idlib, à Al-Ma'arra, pour opérer ces patientes et pour faire de l'enseignement à des jeunes chirurgiens qui sont restés sur place, qui sont vraiment des héros des temps modernes. يعني بين المشفى وبين العياده الخاصه يعني وسطيه علميه ممكن تتراوح بين 70 مريضه باليوم ل 130 مريضه تقريبا يوميا عم نعينها. العمليات القيصريه بتتراوح بين 3 دكتور احيانا ممكن توصل لل 10 او لل 11 عمليه باليوم. كلها بتعمليها انت؟ كلها هون انا واحيانا اذا اضطرينا ممكن مثلا اطباء الجراحه مثلا ممكن نحول على مشفى ثاني، في عندنا مشفى ثاني بحلب كمان بتشتغل نسائيه. يعني ضمن مشفيين وحيدين بحلب هون بيشتغلوا نسائيه. Suivant vos écrits, on découvre des personnages féminins hors normes dans cette guerre. Pourriez-vous nous en parler? Effectivement, quand on va dans des pays en guerre, et les gens qui restent, comme je viens de dire, deviennent des héros. J'aime bien une définition du héros qui est une personne ordinaire que devant une situation extraordinaire devient extraordinaire. J'ai notamment rencontré Farida, c'est une jeune gynécologue, une trentaine d'années, mère d'une petite fille, mariée à un ophtalmo, et qui a décidé de rester à la ville d'Alep. Donc elle est la seule femme à soigner presque 300 000 habitants. Elle est de garde 7 jours sur 7. Elle voit 100 à 120 patientes par jour et elle sauve des vies. Donc c'est pour ces personnages hors normes que j'essaie d'aller aussi de les aider, de les former pour qu'elles puissent un peu répondre à la demande des patientes restées sur place. Parce que le conflit en guerre, il y a aussi des gens qui vivent, des gens qui survivent. Beaucoup sont partis, beaucoup sont sortis, sont déplacés, mais il en reste quand même pas mal à l'intérieur, dans leur maison, ou de ce qu'il en reste, ou déplacés. Vous savez, la Syrie, c'est 23 millions d'habitants, 11 millions sont déplacés. C'est comme si en France, on a déplacé 32 millions d'habitants. Ceux qui sont déplacés, la moitié sont déplacés à l'intérieur et la moitié est sortie. Le plus gros se retrouve en Turquie, 2 millions,
au Liban 1,5 million, un peu partout dans le monde. L'Europe ne reçoit que 200 000 en finale. Ceux qui sont restés, il y en a beaucoup dans les camps ou dans d'autres villages. Et malheureusement, ils essaient de survivre. Et des hôpitaux de fortune, parce que les hôpitaux ont été détruits, les écoles détruites. Donc les gens survivent. La vie est devenue très chère. Vous savez qu'à l'intérieur du pays, il n'y a plus d'électricité. Il n'y a que des courants faits par des moteurs. L'eau, on creuse des puits, des fois pour arriver à la nappe phréatique. Le téléphone, il n'y en a pas. On ne fonctionne que par les réseaux sociaux. Donc le pays, vraiment, il est complètement en déconfiture dans ce qu'on appelle la Syrie libre. Concernant cette guerre dont vous nous avez décrit la situation, l'arrivée de la Russie dans ce conflit a-t-elle changé la donne? C'est une guerre maintenant qui est devenue à plusieurs comme belligérants. Et donc l'entrée en Russie de façon frontale, parce qu'avant elle aidait le régime, a bien évidemment augmenté la puissance du feu. Quand j'y étais pendant tout le mois d'octobre, il y avait des bombardements très intenses au nord de Hama et également au sud d'Alep. Des avions de chasse russes décollent de la base militaire de Latakié en Syrie, le fief de la famille Assad. Depuis un mois, les Russes larguent des bombes sur le pays. Toute la question est de savoir qui sont ces terroristes. Pour les Américains et leurs alliés, les frappes russes servent avant tout à aider le régime syrien en s'attaquant à tous ceux qui y sont opposés sur le terrain, y compris les rebelles modérés. Sur cette carte qui détaille les frappes lors de la première semaine de la campagne, il apparaît clairement que ce sont les régions tenues par l'opposition, en particulier à Hama, Idlib et Alep, que les bombardements sont les plus intenses. Au sud d'Alep, les hôpitaux ont été détruits et à peu près on estime à 200 000 habitants qui ont dû quitter leur village. En partant du pays il y a une semaine, on voyait fleurir encore une fois des camps sur la frontière, près de la frontière turque, ce qui prouve qu'il y a encore un déplacement récent de la population. Et voilà, donc c'est un pays maintenant à plusieurs intervenants un peu partout. D'un côté, le régime avec ce qui lui reste comme ville qu'il maintient, avec ses aides iraniens, et Hezbollah et maintenant la Russie. Et de l'autre côté, on a plusieurs factions de différentes tendances avec des aides extérieures. Et ça me rappelle un peu comme la guerre d'Espagne où il y a un peu plusieurs intervenants. Chacun se bat pour un idéal. Ceux qui sont au milieu et ceux qui m'intéressent et pourquoi je me bats, c'est la population qui est au milieu de ces feux, ce sont les opprimés, ceux qui reçoivent des barils de TNT ou bien des missiles, que ce soit russes ou ailleurs, et c'est eux qui payent vraiment les frais de cette guerre qui n'aura de solution que politique. Malheureusement, les politiques, pour l'instant, tergiversent plutôt qu'autre chose. Alors, vous décriviez votre expérience sur le terrain. Revient-on de Syrie indemne sur le plan moral? Je fais ce qu'on appelle la médecine humanitaire depuis maintenant 17 ans, 18 ans environ. On ne revient jamais indemne d'un pays en guerre. J'ai fait des post-guerres en fait avant dans le temps, surtout en Afrique, en Palestine, en Afghanistan. Mais là, quand on vit une vraie guerre comme ceux de Gaza ou bien en Syrie actuellement, c'est différent, on est plus atteint parce qu'on voit plus de morts, surtout les enfants, ça nous atteint. Parce que les blessés arrivent en permanence à l'hôpital Shifa, des blessures par éclat d'obus ou des victimes retrouvées piégées dans les décombres de leur maison. C'est des dégâts qu'on ne s'habitue pas, on a plusieurs déchirures en même temps, personne, il n'y a pas de diplôme de médecine de guerre. On apprend. Le médecin a cumulé les expériences en Tunisie, en Libye, en Afghanistan. À chaque fois, il y va par ses propres moyens, mais ne revient jamais vraiment le même. Et nos rapports avec la mort changent. Personnellement, mes rapports avec la mort et la vie changent et ma croyance au destin a augmenté. C'est que personne n'échappe à son destin, le destin. Donc ça me donne aussi une force de continuer et de suivre mon chemin.
il n'y a pas que les choses négatives dans la guerre, il y a aussi des choses positives, c'est que les qualités humaines, on les voit. Parce que l'être humain pris dans la difficulté de la guerre, la difficulté quotidienne, et donc il doit sortir le meilleur de lui-même ou le plus mauvais de lui-même. Heureusement, moi j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont sorti le meilleur d'eux-mêmes. Des médecins qui travaillent nuit et jour et qui ont abandonné même leur diplôme parce qu'ils ont arrêté leur cursus en plein milieu et qui ne pensent pas vraiment à leur avenir. Ils pensent juste à aider. Des infirmiers, des soignants, beaucoup d'étudiants qui ont arrêté leur cursus d'études et sont allés faire donc des formations de soignants pour être utiles, pour faire quelque chose. Des gens qui se contentent de peu parce que les valeurs changent pendant la guerre. Pendant le temps de paix, on pense à beaucoup de choses. Pendant la guerre, on pense à la survie et comment se rendre utile pour un certain nombre de personnes. Et cela, moi, je les côtoie dans les hôpitaux. Et donc, ça me ramène une richesse. Ça me ramène des choses positives. Et je reviens, bien sûr, peiné de voir autant de morts et de tant de pertes, mais je reviens aussi heureux de connaître une telle richesse humaine et des gens qui se battent pour des valeurs, pour l'humain, pour leur pays. Et des gens qui nous demandent, nous autres qui se déplaçons, et pourquoi nous ne faisons rien pour arrêter ce massacre. Selon vous, d'ailleurs, selon vous, quelle serait l'issue de ce conflit qui s'est complexifié? Pour l'instant, je pense que la guerre a tellement duré et les massacres se sont perpétrés de part et d'autre qu'il serait peut-être impossible aux gens de vivre ensemble comme avant. Il serait très très difficile. Il y a 2 mois, j'étais à Sarajevo et j'ai vu donc en Bosnie que les plaies il y a 20 ans sont toujours ouvertes et qu'il est très difficile en fait quand on s'est entretué, tandis qu'on vivait côte à côte, de revivre ensemble comme avant. Il faut du temps pour effacer ça. Et maintenant, je vois la Syrie se diriger vers un découpage du territoire. Peut-être en gros en 4 pays, je pense. Peut-être les Kurdes, le régime avec ce qu'il a gardé comme ville jusqu'à la mer, là les factions. Et maintenant, on a bien évidemment Daesh qui a pris un territoire. Et ça, c'est une autre histoire. Et pour que ça soit coupé vraiment, c'était un désir de personne. Mais maintenant, même sur place, les gens me disent il vaut mieux que chacun prenne un territoire et que ça s'arrête. Et que ça s'arrête parce que vivre ensemble, ce n'est plus possible. Alors de là, de passer de cette réflexion à une exécution comme il a passé à 20 ans avec les accords de Dayton, j'attends que le monde se réveille et que les politiques fassent quelque chose. Durant votre intervention sur place, quelle est l'image qui vous a le plus marqué? لا ما بسويت الا هي انت بس لازم ما تعرفين ما تعرف الكلام هاي مدللة يا دكتور هاي كانت مدللة والله لما اجت ما كانت لا تصحى ولا تبكي. ركزنا ماما يا بابا زكاتك يا بس الله يعود عليك ان شاء الله. بس زكاتك بس بالكالسيوم بالكالسيوم ان شاء الله. اسمع الله يعود عليك. شوف عمو تجيب مية يا بابا ممكن تعملها شاش في شوية مية بس كده. هذا الرجل اللي في شك بس الباقي الحمد لله سرحنا. C'est l'image d'une petite fille de 4 ans, à laquelle en fait on nous a envoyé sa photo avec un bassin explosé suite à un tir de missile sur sa maison. Et on nous a demandé si on pouvait l'opérer. Et bien évidemment, on l'a pris en charge. Cette fille qui n'a, bien évidemment, innocente, n'a rien fait. Donc le missile est tombé dans sa maison, il a tué sa mère et sa tante. Il a blessé grièvement elle, le bassin explosé, avec des pertes de tout l'appareil génital. On a dû l'opérer pendant des heures et des heures, avec reconstruction de tout le bassin. C'est une intervention que je n'ai jamais faite de ma vie et que j'ai utilisé tout mon savoir de 20 ans pour pouvoir remettre un bassin en place. Cette fille a aussi l'os fémoral coupé avec une section du nerf sciatique. Donc elle est partie ensuite en Turquie.
certainement, elle a été réopérée. Ensuite, elle va garder certainement des séquelles. Et c'est pour ces enfants innocents qu'on doit se battre, nous. Parce qu'en fait, la médecine humanitaire ne change pas le monde. Mais juste, on peut donc opérer là où on peut, même clandestinement. Et on doit donc témoigner de ces horreurs pour que ça cesse. Parce que cet enfant-là peut être la mienne, pourrait être celle de n'importe qui. Et personne ne voudrait perdre ses enfants et sa famille comme ça, dans une guerre absurde qui dure pour des intérêts que plus personne ne comprend.